Tout est politique, bonjour, bienvenue dans votre émission qui décrypte chaque semaine la politique sans tabou et sans langue de bois. Cette semaine, les élections européennes avec un Manuel Valls en première ligne qui met tout son poids dans la bataille. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour, Valls en campagne ou la campagne de Valls? Avec vous, Christian Mallard, nous partirons en Libye où l'après-Kadhafi est une catastrophe, guerre civile et un président par intérim qui parle de dissoudre le Parlement. Oui, et qui est accusé même de préparer un coup d'État. Et cette situation inquiète tous les voisins, l'Algérie et les autres, par ce chaos politique et sécuritaire. Tout est politique, direction les élections européennes. Avec un Front National toujours en tête dans les sondages, à quelques jours du scrutin, Manuel Valls est plus que jamais en campagne pour défendre l'Europe. Il était mercredi soir à Barcelone, sa ville natale. On l'écoute. Pas de changement de gouvernement, il n'y aura pas de changement de majorité, il n'y aura pas de changement de ligne économique. Et moi je crois que les Français, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, avec les choix que nous avons faits, le soutien au pouvoir d'achat, avec la baisse des impôts, au salaire des classes moyennes et des couches populaires, comprennent peut-être mieux la politique qui est la nôtre. Mickaël, Valls fait de l'opération déminage avant la raclée de dimanche ? Non, il fait l'opération personnage, c'est-à-dire qu'en réalité, il installe dans cette campagne, sachant qu'elle est perdue pour le PS, eh bien, il installe son personnage, le capitaine Tempête, le capitaine Courage, celui qui, malgré donc la situation donc déjà très compliquée de son parti et dont on va certainement voir la réplique après donc les élections européennes, eh bien, lui, il aura saisi à bras-le-corps, il n'aura pas enjambé l'élection comme Jean-Marc Ayrault a enjambé l'élection municipale. Donc il fait à la fois les droits d'inventaire, il pose son personnage et il commence à poser également les jalons du futur candidat à l'élection présidentielle qu'il veut être un jour. Dans son discours en catalan ou en castillan hier soir, j'étais quand même très surpris qu'il vende la politique française et son futur succès, la politique de François Hollande. Certes, c'était dans le cadre du Parti socialiste ouvrier espagnol, où il y avait Felipe González, qui est un des anciens grands chefs de ce parti. Vous trouvez ça bien? Alors que l'Espagne est en train de se dresser, qui se trouve en Catalogne, qui est quand même une région d'Espagne, qui veut son autonomie, voire son indépendance, je trouve ça quand même un peu gros. Mais lui, justement, une fois de plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré que ce scrutin est un scrutin donc, européen. De son point de vue social-démocrate, il est venu porter donc, la parole française. Il défend la politique de François Hollande, c'est bien le moins, parce que de toute façon, il est Premier ministre du gouvernement. Il le fait, mais il le fait sans état d'âme, je dirais. C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit donc porter cette politique. Il ne veut pas être comptable de ce qui s'est passé avant. Regardez comment il n'a pas du tout été impliqué dans les 2 ans de François Hollande. Il est allé à TF1 le soir, après la semaine des 2 ans, pour dire beaucoup de temps a été perdu. Oui, il a laissé à François Hollande le soin de se prendre, lui, tout le bilan des 2 ans. Puisque François Hollande a exigé de parler contre l'avis de tous ses conseillers à la télévision pour ces 2 ans, alors que tout le monde lui disait personne ne veut voir le président, donc il ne faut pas sortir. Lui, au contraire, François Hollande dit je veux sortir. Eh bien, si c'est comme ça, c'est toi qui vas porter les 2 ans. Et lui, il a réussi ce tour de force politique quelque part, à faire en sorte de ne pas être comptable des 2 ans qui viennent de s'écouler, et même de dire que beaucoup de temps a été perdu. Il lui laisse un boulevard, c'est lui qui il est d'accord pour qu'il aille à Barcelone. Il a été nommé pour ça, mais il fait un peu aussi ce qu'il veut en tant que Premier ministre et animateur de la campagne des européennes. Et c'est la 3e dimension dans sa démarche. Il veut montrer qu'il n'est pas uniquement cantonné à la recherche des déficits, de la lutte contre les déficits et des 50 milliards d'économies. Il veut montrer qu'il est l'animateur politique de la majorité. Mais pourquoi avoir choisi quand même l'Espagne? Je sais bien que c'est son fief, enfin la Catalogne, mais enfin pour aller porter son soutien à M. Schulz, le candidat socialiste aux européennes, aller le faire en Espagne. Pourquoi il n'est pas allé en Allemagne? Pourquoi il n'est pas allé ailleurs? D'abord parce que l'Allemagne, il a laissé ça donc à François Hollande. Parce que c'est sa ville natale aussi. Et puis en plus, il y avait cette occasion. Mais il y avait une fois de plus cette occasion de construire une fois de plus ce personnage, puisqu'il n'a pas arrêté toute la journée de répondre ce jour-là aux questions. Mais c'est de la politique, c'est facile. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une scénographie. On a vu là justement quelques images après le son de Manuel Valls. On a vu une scénographie un peu avec une arène politique et une arène de militants absolument enthousiastes qui change avec l'atmosphère totalement
complètement anesthésié, endormi des meetings des européennes en France, avec des gens qui n'arrêtaient pas d'être pratiquement à la fête. Lui, au milieu, au centre de la scène, avec Martin Schulz, en bras de chemise. Donc il y avait quand même quelque chose de jeune, de flamboyant, d'énergique. Et montrer que, bien voilà, il construit, n'oublions pas, il construit sa candidature à l'élection présidentielle. Donc il est en train de construire son personnage aussi. Absolument. Mais en même temps, il va casser la politique de M. Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui est en plein redressement. Justement, ça, de son point de vue, il est obligé de s'opposer à lui. Et puis toujours dans la perspective de ce scrutin de dimanche, un Nicolas Sarkozy s'invite en quelque sorte dans la campagne, 5 pages, un texte de 5 pages dans Le Point à paraître cette semaine, que vous voyez sur votre écran. Le scoop du Point, effectivement, qui a obtenu la tribune de Nicolas Sarkozy, un texte qu'il a mûrement réfléchi, il a mis plus de 10 jours pour l'écrire, il avait été démarché par le journal pour justement voir s'il voulait faire quelque chose, pas d'interview, mais il avait avoué qu'il travaillait sur un texte au début qu'il ne voulait pas publier, puis ensuite qu'il l'a publié, contre l'avis de tous ses amis d'ailleurs, qui lui disaient de ne pas prendre la parole, mais lui il a décidé quand même de s'engager. Peut-être parce qu'il est temps, à cause des problèmes de l'UMP. Pas que ça du tout. Ça peut jouer, mais c'est pas dans sa tête, c'est pas que ça. Mickaël, honnêtement, ça intéresse qui aujourd'hui la vision de l'Europe de Nicolas Sarkozy ? Ça intéresse la droite, ça intéresse Nicolas Sarkozy. C'est surtout Nicolas Sarkozy. Et ça intéresse le fait que, à travers ce texte, qui n'est pas un texte pour dire allez voter pour Juncker ou allez voter pour tel ou tel candidat, c'est un texte stratosphérique sur la vision présidentielle de l'Europe, d'un ancien président. Donc il se place au-dessus des partis. Il se place complètement au-dessus des considérations partisanes, mais il veut montrer que justement, voilà la voie qui est imposée. On peut critiquer, il y a beaucoup de choses, notamment sur Schengen 2. Oui, Schengen, est-ce que c'est vraiment adapté, c'est-à-dire la nouvelle politique migratoire? Est-ce que la zone économique franco-allemande, qu'il appelle de ses voeux, est vraiment plausible? Il y a beaucoup de discussions. C'est pas nouveau, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans ce texte-là, pour la première fois aussi, des nouveaux modules, des nouveaux éléments qui laissent entendre qu'il est dans la réflexion telle qu'on entend les informations qu'on peut recueillir. Par exemple, le passage sur l'identité et sur la différenciation. On sait qu'il travaille beaucoup sur cette notion-là, où il explique qu'il n'est pas question que tout le monde se ressemble tous. Mais qu'au sein de l'Europe, il peut y avoir à la fois une dimension européenne et en même temps une identité nationale qui est revendiquée. Sans citer François Hollande, il le tacle quand même sur ce qu'il appelle les dérives économiques, les déficits qui explosent. Il le tacle surtout sur le problème de leadership, comme il avait déjà fait en Allemagne lorsqu'il avait adressé, sans le dire, cette pique à François Hollande en disant « N'ayons pas peur du leadership, il faut être courageux, il y a un problème de leadership en Europe ». Il recommence à le dire. Vous ne pensez pas qu'il se positionne déjà à nouveau? C'est clair, c'est une étape supplémentaire vers l'opposition. C'est une étape supplémentaire, on ne sait pas vers quoi elle mènera. Tout est politique, direction la Libye. 2 ans et demi après la mort de Kadhafi, la Libye est dans le chaos. On regarde tout de suite un rappel des faits en images de Johanna Citruc. La Libye s'enfonce dans le chaos. Les nombreuses milices déstabilisent un peu plus le pouvoir. Dimanche dernier, un groupe armé a cette fois ciblé le Parlement. Beaucoup de gens ont été blessés ou même tués. Il y a eu 4 morts en comptant les 2 martyrs. Une attaque qui intervient seulement 2 jours après le début de l'opération menée par l'ancien général Khalifa Haftar, à la tête d'une force autoproclamée Armée nationale libyenne et à l'encontre des groupes radicaux de Benghazi qui l'accusent de terrorisme. Une opération baptisée Dignité, à laquelle s'est rallié le chef des forces spéciales libyennes. Nous, en tant que membres des forces spéciales, avec nos armes, nous nous joignons à la détermination du peuple dans la bataille de la dignité qui est menée par l'armée nationale. Face à cette situation que certains qualifient de coup d'État, le gouvernement libyen propose la mise en congé du Parlement jusqu'à ce qu'un nouveau soit élu d'ici 3 mois. 2 ans et demi après la mort de Kadhafi, tout ça pour ça, Christian Mallard ? Écoutez, on paye le prix d'erreurs qui ont été commises par les Occidentaux quand même, parce que M. Sarkozy, M. Cameron et M. Obama avaient quand même promis au départ de ne s'attaquer qu'aux troupes libyennes qui allaient massacrer les populations de Benghazi, dans la Cyrénaïque, à l'est de la Libye. Or, ils n'ont pas tenu leur parole, d'où les problèmes avec la Russie qui s'était abstenue à l'époque à la demande des Occidentaux. Donc on est dans une situation où on n'a pas préparé l'après-Kadhafi. Qu'est-ce qui se passe ?
Je vous disais tout à l'heure, c'est le chaos politique, c'est le chaos sécuritaire. Et aujourd'hui, ce monsieur dont on vient de parler, Yohann Hassitruk, le général Khalifa Haftar, qui a 71 ans... C'est un revenant, puisque lui, il a fait partie, il a participé à la révolte en février 2011. Alors, déjà au départ, en 69, quand Kadhafi renverse la monarchie, le roi Idriss, il est avec lui. Il reste avec lui jusqu'en 80, et puis d'un seul coup, il disparaît pendant 20 ans aux États-Unis. Et c'est ça qui est intéressant, l'histoire, c'est l'homme des Américains, c'est l'homme de la CIA. Parce que Reagan... C'est un agent de la CIA, vous dites? C'est un agent de la CIA, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a été récupéré par les Américains, et Reagan s'en est servi en 86, en avril 86, quand il a voulu aller bombarder la caserne de Bab el-Azazia où se trouvait Kadhafi, quand les Américains ont voulu renverser Kadhafi. Les mêmes Américains qui voulaient détruire le régime, qui voulaient bombarder, qui ont embarqué la France, ils essayent de placer l'Europe. Voilà. Maintenant, ils essayent de placer ce général. Une nouvelle méthode. Ils ont une nouvelle méthode. Ils essayent de placer ce général. L'infiltration. Très bonne expression, Michael. Infiltration. Ils essayent de placer ce général qui veut, à la fois, qui trouve que ce congrès général national, qui est le Parlement, qui est le pouvoir en place pour l'instant, est trop sur l'influence des islamistes et d'Ansar al-Sharia, qui est un des mouvements qui combat beaucoup dans le pays. Donc il veut éradiquer l'islamisme en Libye. Il veut éradiquer l'islamisme en Libye. Et c'est vrai que l'islamisme est omniprésent en Libye, ce qui inquiète beaucoup les voisins l'Algérien, malien. Ah oui, Le Drian, ministre de la Défense, Le Drian était à Alger avant-hier. Reçu par le président Bouteflika. Ils ont beaucoup échangé là-dessus. Et ça, c'est le grand souci, c'est ce qui est en train de se passer en Libye. Ça, alors, ce général Haftar a-t-il des chances de parvenir justement au pouvoir là-bas? Il a tout l'Est du pays avec lui. Il y a des défections nombreuses en sa faveur au sein de l'armée, au sein d'unités de l'armée, même de l'aviation libyenne. Mais il va falloir quand même qu'il arrive à avoir la confiance de la Tripolitaine, de la région de Tripoli. C'est pas encore gagné. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, mais ça ne va pas être simple. Mais c'est vrai que pour l'instant, on voit la poussée américaine sous la table pour essayer de le placer. À 71 ans, je rappelle. Et là, l'intérêt des États-Unis justement de pousser cette personne? La Libye est quand même stratégiquement importante. Et encore une fois, on parlait l'autre jour des enjeux pétroliers au Nigeria. Là, il y a des enjeux pétroliers énormes avec la Libye. Et les Américains sont omniprésents. Michael? On voit bien qu'effectivement, toute la nouvelle configuration qui même se joue en ce moment du point de vue de l'armée française pour continuer à juguler le djihad et les enjeux donc terroristes sont également donc tournés vers la Libye. Et c'est l'occasion d'ailleurs certainement de renforcer un axe avec la France et l'Algérie. La France, parce que c'est vrai que beaucoup des réfugiés d'AQMI qu'on a chassés du Nord Mali, de Kidal ou de Gao, se sont réfugiés en Libye. Donc il y a toute une partie de AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et d'autres islamistes et salafistes qui sont en Libye. Sur place, qui sont là-bas. Tout est politique, les images de la semaine. Christian, on reste avec vous. Votre image de la semaine, ça se passe en Suisse, où les Suisses se sont prononcés il y a quelques jours sur un salaire minimum unique d'environ 3 300 €. Grâce à la votation, il ne faut jamais se moquer des Suisses, je vais vous dire, parce que finalement, on parle des Suisses avec paradis fiscal et tous les problèmes. C'est une chose. Là, je regrette, SMIC à 3 300, à 76%. Qui revient à 18 € de l'heure. Hein. 18 € de l'heure, ils s'y opposent. Voilà quand même un pays qui est quand même étonnant. Parce qu'il y a 2% de croissance en 2012, il va y avoir 2,2% en 2013, 2,2% en 2014. Vous vous apercevez que les Suisses sont des gens qui travaillent, alors que nous, Français, nous sommes un peuple d'assistés. Le même référendum en France, ça n'aurait pas... Là, il y a eu un nom. Ils travaillent 2000 heures par an. Nous, 1670. Ils ont 3,3% de chômage. C'est un des taux de chômage les plus bas du monde. On se moque des Suisses en permanence et on a tort. Alors c'est vrai que c'était la gauche et une partie des syndicats qui s'étaient opposés, qui étaient pour, je veux dire, ce SMIC à 3300, mais la droite, alors pourquoi le Parlement... non l'a emporté ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut détruire les emplois. Mais pourquoi ? Écoutez, ça, je ne suis pas un économiste, mais c'est vrai que tous les experts au Parlement ou les experts économiques suisses trouvaient que ça pouvait être un problème, un frein, c'est le terme, un frein pour l'emploi. Enfin, je note quand même que ce pays qui ne passe que 4 semaines, qui n'a que 4 semaines de vacances par an, a refusé les 6 semaines qu'on lui proposait par référendum. Ils sont quand même... Il y a du bon sens un peu dans tout ça. Mais il y a du bon sens chez les Suisses. Et je vous dis, je crois qu'on a tort de se moquer d'eux ou de nos autres voisins belges qui pourraient parfois nous donner de bonnes leçons. Michael, votre image de la semaine, c'est François Hollande au théâtre. François Hollande improvise. Alors, ce n'est pas une critique, c'est un du constat. Il est allé regarder donc, à la Ligue d'improvisation, donc Théâtre Comédia, à la finale. C'est la deuxième fois.
Organisé sous l'impulsion de Jamel Debbouze. C'est la deuxième fois. Donc ça veut dire que là, il s'agit bien quand même d'une politique affirmée, et bien tout simplement de reconquête de ces jeunes, des quartiers, des banlieues. Mais pourquoi il va là-bas? C'est parce que c'est des jeunes de banlieue? Parce que ce sont des jeunes des quartiers de banlieue. Ils ont là rassemblé leur énergie créatrice. Jamel Debbouze promet et amène donc à François Hollande justement cette manifestation qui a évidemment beaucoup de retentissement et beaucoup de buzz, comme on dit, donc dans les quartiers. C'est vu sur tous les sites vidéo, et ça permet ainsi à François Hollande de continuer à point par point à tenter de retricoter donc il peut gagner des voix, en tout cas c'est prévu. Ça porte, ça porte ses fruits. Oui, ça porte, c'est la deuxième fois. C'est intéressant, c'est un peu comme on dit disruptif. On est en pleine campagne des européennes avec tous les enjeux économiques, politiques, sociaux du moment, et le président trouve quand même le moment d'aller saluer et d'aller improviser lui-même des blagues apparemment donc dans la finale d'improvisation. Lui aussi prépare sa reconquête. Ça donne peut-être en tout cas un sentiment maintenant, ou en tout cas une image de la manière dont il voit la nouvelle répartition aussi avec Manuel Valls. Merci messieurs, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine.